Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet complexe et souvent mal compris. Un concept qui se cache parfois derrière le succès, le charisme et la haute performance, le narcissisme. Imaginez un instant. Vous êtes dans un stade rempli de supporters. Quel pourcentage de ces personnes, selon vous, présentent des traits narcissiques significatifs? Peut-être 15 ou 16%. Maintenant, entrez dans les coulisses d'une équipe sportive de classe mondiale ou dans les bureaux des plus grands dirigeants. Ce chiffre grimpe de manière spectaculaire, atteignant 20, voire 25%. Comment est-ce possible? Comment certains des traits qui mènent aux plus grandes réussites sont-ils aussi au cœur même du narcissisme? Et plus important encore, comment distinguer une saine ambition d'un trouble de la personnalité destructeur? Dans ce voyage au cœur de la psyché humaine, nous allons déconstruire ce qu'est réellement le narcissisme, bien au-delà du simple égoïsme. Nous explorerons ses caractéristiques, ses différentes facettes, et l'impact profond qu'il peut avoir sur les relations personnelles et professionnelles. Le trouble de la personnalité narcissique est défini cliniquement comme un schéma stable et persistant de fonctionnement de la personnalité, caractérisé par un sentiment de grandeur, un besoin excessif d'admiration et un manque d'empathie. Le manuel clinique, le DSM, énumère 9 symptômes, et un diagnostic requiert la présence d'au moins 5 d'entre eux. Mais aujourd'hui, nous allons simplifier et regrouper ces idées en 5 piliers fondamentaux qui, ensemble, dessinent le portrait du narcissisme. Il est crucial de comprendre que ces 5 piliers doivent tous être présents. Il ne s'agit pas d'un menu à la carte où l'on peut en choisir 2 ou 3. C'est un ensemble cohérent, une structure de personnalité rigide. Et c'est cette totalité qui crée le schéma toxique. Le premier pilier, et peut-être le plus fondamental, est une empathie profondément déficiente et variable. Contrairement à une idée reçue, la plupart des narcissiques ne sont pas totalement dépourvus d'empathie, comme le serait un psychopathe. Leur empathie est plutôt cognitive, performative et transactionnelle. Ils sont capables de lire une situation, de comprendre intellectuellement ce que les autres ressentent. Cette capacité est même essentielle à leur succès. Elle leur permet de manipuler leur entourage. Leur empathie est aussi variable. Lorsqu'ils se sentent en sécurité, valorisés et admirés, ils peuvent paraître étonnamment empathiques. Le jour où ils obtiennent une promotion ou signent un gros contrat, ils peuvent être charmants, attentionnés, vous couvrir de compliments. Mais cette chaleur est éphémère. Le lendemain, face à la moindre contrariété, cette même personne peut devenir froide, méprisante et incapable de considérer vos propres sentiments. C'est comme un interrupteur. L'empathie n'est activée que si elle sert leurs propres intérêts. Le deuxième pilier est un égoïsme pathologique. Cela va bien au-delà du simple fait de penser à soi. Pour un narcissique, ses propres besoins, désirs et objectifs priment de manière absolue sur ceux de tout le monde. Les autres ne sont pas vus comme des individus à part entière, mais comme des extensions d'eux-mêmes, des outils pour atteindre leur but. Cette vision du monde explique pourquoi ils peuvent être si exigeants et si peu reconnaissants. Dans leur esprit, vous n'existez que pour les servir. Le troisième pilier est la grandiosité. C'est un univers mental où la personne se perçoit comme spéciale, unique et supérieure aux autres. Cette grandiosité se manifeste par un sentiment de droit quasi divin. Les règles qui s'appliquent au commun des mortels ne s'appliquent pas à eux. Ils vivent souvent dans un monde de fantasmes, l'amour parfait, la carrière parfaite, la vie parfaite. Ils sont les héros de leur propre épopée. L'arrogance et le mépris qu'ils affichent souvent ne sont que les symptômes de cette conviction interne d'être exceptionnels. Ici, il est facile de faire une confusion. N'avons-nous pas tous besoin de rêver en grand pour accomplir des choses extraordinaires? Changer le monde ne demande-t-il pas une confiance en soi hors du commun? Oui, mais il y a une différence fondamentale. Une personne dotée d'une grande vision, mais saine d'esprit reste connectée à la réalité et aux autres. Un entrepreneur visionnaire peut vouloir changer le monde, mais il reconnaîtra la contribution de son équipe. Un narcissique, lui, s'attribuera tout le mérite. La vision est au service de l'ego, pas d'un idéal plus grand. Le quatrième pilier est un besoin insatiable d'admiration et de validation. Le narcissique est comme un puits sans fond. Peu importe la quantité d'éloges, de succès ou de reconnaissance qu'il reçoit, ce n'est jamais assez. Son estime de soi est en réalité extrêmement fragile,
et il a constamment besoin des autres pour la renforcer. C'est pourquoi il recherche les feux de la rampe, s'entoure d'admirateurs et réagit si mal à la critique. Une simple critique n'est pas une opinion, c'est une attaque existentielle. Enfin, le cinquième pilier est une mauvaise régulation des émotions, en particulier la colère. Lorsqu'un narcissique est frustré, qu'il n'obtient pas ce qu'il veut ou se sent critiqué, il peut exploser dans des rages spectaculaires ou, à l'inverse, se murer dans un silence glacial et punitif. Cette instabilité émotionnelle est l'une des raisons pour lesquelles vivre avec un narcissique est si épuisant. C'est comme marcher constamment sur des œufs, ne jamais savoir ce qui déclenchera la prochaine crise. Ces 5 piliers, l'empathie déformée, l'égoïsme, la grandiosité, le besoin d'admiration et la dysrégulation émotionnelle, forment un système interdépendant. On ne peut en avoir un sans les autres. C'est cette constellation qui définit le narcissisme, qu'il soit léger ou sévère. Alors, que se passe-t-il lorsque l'on est en relation avec une telle personne? L'expérience la plus courante est un profond sentiment de confusion. Au début, tout semble parfait. Les narcissiques sont souvent des maîtres de la séduction. Mais peu à peu, un malaise s'installe. Vous commencez à douter de vous-même, de vos perceptions, de votre propre santé mentale. C'est l'effet du gaslighting, ce terme désormais célèbre qui décrit une forme de manipulation psychologique où l'abuseur nie la réalité de sa victime. Le gaslighting n'est pas un simple mensonge. Un mensonge, c'est dire « je n'ai jamais dit ça ». Le gaslighting, c'est dire « je n'ai jamais dit ça », et le fait que tu penses ça montre à quel point tu es devenu paranoïaque et instable. Tu devrais vraiment te faire aider. C'est un double coup, la négation de la réalité, suivie d'une attaque contre votre santé mentale. À force, la victime finit par croire quel est le problème. Vivre avec un narcissique, c'est vivre dans une dichotomie épuisante. En public, votre partenaire peut être la personne la plus charmante, généreuse et charismatique qui soit. Tout le monde l'adore. Mais dès que la porte de la maison se referme, le masque tombe. La critique, le mépris et la colère prennent le dessus. Vous vous retrouvez isolé, car personne ne croirait la véritable nature de cette personne si admirée. Vous commencez à perdre confiance en vous. Vous vous sentez incompétent, anxieux, déprimé. Vous vous blâmez pour les problèmes de la relation, pensant que si seulement vous pouviez être une meilleure personne, tout irait bien. Mais rien ne fonctionne jamais, car le problème ne vient pas de vous. Alors, que faire? Rester ou partir? Il n'y a pas de réponse simple. Des facteurs pratiques comme les finances, les enfants, ou même la pression culturelle et familiale rendent ces décisions incroyablement complexes. De plus, il y a ce qu'on appelle le lien traumatique, une sorte d'attachement puissant nourri par l'alternance de moments de tension et de brèves périodes de lune de miel. Cependant, que vous décidiez de rester ou de partir, la première étape est la même. Il faut changer votre propre comportement, car le narcissique, lui, ne changera pas. Il leur manque l'introspection nécessaire pour cela. Un modèle utile est de ne pas aller en profondeur. Cela signifie ne pas se défendre, ne pas s'engager, ne pas s'expliquer et ne pas personnaliser. Ne vous défendez pas contre leurs accusations. C'est inutile, ils ne cherchent pas la vérité, mais à vous déstabiliser. Ne vous engagez pas dans des disputes sans fin. Vous ne pouvez pas gagner un débat avec quelqu'un qui ne joue pas selon les règles de la logique et de la bonne foi. N'expliquez pas vos sentiments et vos besoins en espérant être compris. Leur manque d'empathie rend cela impossible. Et surtout, ne personnalisez pas leur comportement. Leur colère, leur mépris, leur cruauté ne parlent pas de vous, mais de leurs propres troubles intérieurs. Apprendre à interagir de manière superficielle, à ne partager ni vos joies, ni vos peines, peut sembler triste. On peut se dire que ce n'est plus une vraie relation. Mais en réalité, cela n'a jamais été une vraie relation. C'est simplement enlever le conflit de l'équation. La guérison, que ce soit en restant ou en partant, passe par la reconstruction de votre propre monde. Reconnectez-vous avec des amis qui vous soutiennent. Investissez dans votre carrière, vos passions, tout ce qui vous donne un sentiment de compétence et de valeur en dehors de cette relation toxique. Apprenez à vous faire confiance à nouveau, à écouter votre intuition. Le narcissisme est un labyrinthe psychologique conçu pour vous faire perdre. La seule façon de gagner est de refuser de jouer.
En comprenant ces mécanismes, en reconnaissant ces schémas, vous reprenez le pouvoir. Non pas sur le narcissique, mais sur vous-même. Et c'est là que réside